Mars, c'est un sujet qui m'a fait vraiment rêver et puis qui m'a émerveillé à travers certains livres, et dont un livre fantastique qui s'appelle Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je ne sais pas si vous l'avez lu ici. Et je vous conseille, je vous encourage fortement à le lire. C'est des toutes très petites chroniques, tout à fait intéressantes. Et ça nous permet de rêver, ça nous permet d'imaginer. Et Mars est beaucoup à l'origine de ce genre de situation, de ce genre de science-fiction, de littérature tout à fait exotique, qui ont amené à des vocations et qui nous ont amené à penser, rêver, à explorer. Et puis, l'astronome que je suis devenu, en fait, s'est servi de tout ça pour pouvoir persévérer, en fait, dans la science. Et c'est grâce, en fait, à mes lectures que mon métier, en fait, est devenu une sorte de métier où l'on observe, où l'on explore et où on est capable aussi de remonter le temps. Alors, c'est un métier fantastique pour ça qu'on effectue, parce qu'on utilise la lumière, on est des maîtres de la lumière, et on est capable, parce que la vitesse de la lumière est finie, plus on regarde de loin, plus on va regarder dans le passé. Et donc, les astronomes sont des sortes d'explorateurs, archéologues, qui jouent avec le temps, et ça, c'est magnifique. Et ça nous permet de vraiment appréhender beaucoup mieux l'univers. Par contre, ça a un défaut fondamental, c'est que l'astronome n'est pas capable de toucher son sujet d'étude. Oui, on a été capable de le faire lorsqu'on était sur la Lune, fine. On voudrait peut-être le faire en allant sur Mars, mais le reste, on ne sera jamais capable de le toucher, c'est beaucoup trop loin, et c'est un petit peu frustrant. Mais aujourd'hui, vous allez avoir la chance de pouvoir toucher quand même un morceau de Mars, parce que je vous en ai apporté un dans cette boîte. Je vais juste vous montrer. Voici un morceau de Mars. C'est petit, hein. Ça fait cette réaction-là, c'est pour ça que j'amène une grosse boîte. Mais ici, vous avez affaire à un petit morceau de Mars, en fait, qui fait partie de notre collection au Planétarium. Et c'est un morceau qui provient de la planète Mars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une météorite est rentrée en collision avec la planète Mars il y a un peu plus d'1,1 milliard d'années et a arraché un morceau de la planète qui, lui, s'est baladé, en fait, tout simplement dans l'espace et, à un moment, a croisé la trajectoire de la Terre. Et ce morceau est tombé sur la Terre dans le désert de Libye. Un morceau de 2 kilos qui s'est désintégré, qui s'est éparpillé à peu près dans le désert de Libye. Puis on est allé les récolter. On a plusieurs morceaux au Planétarium et c'est très à propos pour notre... Et qui vaut assez cher, la rareté d'un morceau comme ça, c'est embêtant. Donc il y a un prix du marché qui est défini par des chasseurs de météorites. Et puis ce morceau-là et les autres morceaux que l'on a, en fait, c'est à peu près 8 000 $. On continue, on retourne sur Mars. Et en fait, pourquoi on a cet émerveillement sur Mars à travers la planète Mars? C'est parce que aussi, à travers les astronomes qui ont étudié la planète, dans les années 1860, en fait, un certain astronome qui s'appelait Giovanni Schiaparelli en 1868, après avoir vu cette image de Mars qu'on suppose qu'il ait vue, en fait, parce que nous, on a juste ses dessins, mais si on se replace dans le contexte de son instrument et qu'on regarde Mars avec un modèle de son instrument de télescope, il pourrait apercevoir à peu près ceci. On est capable de voir à peu près la calotte polaire et quelques ombres, en fait, à la surface de la planète. Mais lui, ce qu'il a vu, c'est ça. Il a dessiné toute une cartographie de Mars avec des canaux. En italien, il a appelé ça des canelli. Et canelli a été mal traduit, a été traduit par canaux, mais canaux fabriqués par une présence d'êtres humains. Et ça a amené tout de suite, donc ça a présupposé qu'il y avait des gens qui habitaient Mars. Et puis de là, toute la littérature de science-fiction s'est emballée. Et vous connaissez le résultat. Maintenant, les petits extraterrestres, on pense tout de suite des extraterrestres, martiens, hommes verts. Pourquoi verts? Pourquoi pas, hein, mais sur une planète rouge, des verts, on les voit bien, on ne les a jamais vus. Donc, Schiaparelli, pendant toute sa vie d'astronome, pendant plus de 30 ans, a dessiné ces canaux. Il était persuadé de les voir. Percival Lowell, dans les années 1905, lui aussi a cru voir ces canaux-là. Puis cette impression, puis il a détaillé, donc ça c'est ses premières cartes, ses premiers dessins de la planète Mars, puis il est allé à des cartographies un peu plus élaborées, donc à partir des images qui sont à peu près semblables, avec des télescopes un peu plus gros, il imaginait tout ça. Puis dans les années 30, 40, on s'est aperçu que 1930-1940, c'était pas vraiment très scientifique, les preuves de cette chose-là. Et puis finalement, dans les années 70, pensez-y, 100 ans plus tard, avec l'arrivée des sondes Mariner qui ont été en orbite autour de Mars, cette théorie a complètement disparu, même si pendant plus de 100 ans, en fait, ça a traîné, ça a été amplifié dans l'imaginaire
à cause de la science-fiction ou grâce à la science-fiction qui fait que maintenant on a toute une collection de livres assez impressionnante. Il fallait donner un titre à cette diapositive. S'il fallait en donner un, je donnerais le titre Perchlorate Pernostrum Adios, une sorte d'incantation d'un magicien. Et c'est pour ça ici qu'on voit Dumbledore ici. Et vous reconnaissez Arnold Schwarzenegger dans Total Recall, un film très impressionnant sur la planète Mars. Mais en fait, ce qui se passe sur la planète Mars, c'est une planète très très intéressante. Mais si on envoie des êtres vivants, des hommes ou des femmes, on pourrait s'apercevoir que ce n'est pas une planète qui est vraiment accueillante pour nous, pour des hommes ou des femmes. Pourquoi? Parce que cette planète-là, si on regarde la carte de surface, on s'aperçoit que la concentration en perchlorate au niveau de la surface de Mars est très très forte. Le perchlorate, c'est quelque chose qui est très toxique pour l'homme. Il faut vraiment des vêtements qui protègent bien l'homme de cet environnement hostile. Mais par contre, les perchlorates ont l'avantage de voir certaines bactéries qui peuvent se développer dans cet environnement-là. On appelle ça des bactéries extrémophiles, de la vie extrémophile. Et la quantité de perchlorate ici est tellement impressionnante qu'on pense que c'est une des conditions nécessaires et suffisantes au développement de ce genre de bactéries-là. Donc on pense que Mars est une candidate vraiment très favorable au développement de la vie extrémophile, pas favorable à l'homme, mais vraiment favorable au développement de la vie. Alors voilà pourquoi on continue, on pose beaucoup d'espoir dans la planète Mars. Et cette vie extrémophile, on la retrouve aussi sur Terre, par exemple, dans les fosses marines, près des fosses thermales, où des bactéries dites thermophiles vont s'habituer à la chaleur pour récupérer leur énergie et vivre dans des conditions extrêmes. Ici, vous avez en fait une vue de l'ensemble de l'exploration de notre système solaire en 2010, une infographie très très belle, où l'on voit ici les différentes planètes, les différents objets du système solaire et l'ensemble des missions qui ont observé ces différents objets. Alors par exemple, si vous avez Vénus avec 50 missions à peu près, la Lune avec 78 missions, Mars avec 38 missions, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, avec un certain nombre de missions, mais beaucoup moins grand parce que bien sûr, les planètes sont beaucoup plus loin. Si on zoome sur la Lune et sur Mars, on s'aperçoit qu'on a plusieurs couleurs qui expliquent les différentes origines des sondes, mais on a une couleur lumineuse qui rappelle un succès, puis une couleur plus sombre qui présente les échecs. Alors bien sûr, la Lune a 78 missions et on a envoyé de plus en plus d'objets vers la Lune. C'était très intéressant, c'était l'environnement proche, c'était facile à y aller. Par contre, sur Mars, on commence à dépasser les 38 missions. Maintenant, on est rendu à 44 missions. Mais il y a eu des succès et des échecs très retentissants, à tel point que dans les années 80 aux années 2000, en fait, on a à peu près 2 succès sur 8 à 10 lancements. Des succès bêtes, des succès de collaboration internationale qui n'ont pas été résolus. Le plus frappant, c'est une des sondes en fait, qui s'est écrasée lamentablement sur Mars parce que l'unité qui avait été donnée pour la vitesse était donnée en unité de système international et que c'était les Américains qui s'occupaient de ce côté-là et eux, ils attendaient une unité en système impérial. C'est aussi simple que ça. Alors, ça nous a appris à travailler plus ensemble, mais le résultat, la recherche a reculé. On a dû attendre plusieurs années avant d'être capable de refaire des succès et d'envoyer des nouvelles missions. Donc là, la planète Mars, actuellement, est sous les spots, les projecteurs, et on veut essayer d'aller de plus en plus dans cette direction pour essayer de voir ce qu'elle peut nous révéler, parce que la notion de vie est très, très importante. Trouver de la vie sur Mars, ce serait vraiment de l'eau et de la vie sur Mars, ce serait vraiment fondamental, mais aussi parce qu'on veut y envoyer des hommes, absolument, et puis ça fait une émulation, et puis de plus en plus, on a des missions qui sont destinées vers Mars. Voilà.